vision personnelle, libérale, je dirais néolibérale de la question. Aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement supérieur, que ce soit en France, de plus en plus, aux États-Unis, dans les meilleures universités en Asie et en Amérique latine, c'est les meilleures écoles qui forment. Nous ne sommes pas du tout régulés, et je parle en tant qu'État, nous ne sommes pas régulés par le pouvoir public. Ça, si on veut aujourd'hui véhiculer ce message, moi, je ne partage pas personnellement ce point de vue. Parce que, ayant fréquenté les grandes écoles à l'international, je sais comment ça se passe aujourd'hui. La plupart des grandes écoles de commerce, les grandes business schools, comme on les appelle, quand vous prenez le top 5, on a INSEAD, Kennedy School, Harvard Business School, etc., etc. Il n'y a pas un sou. Tout vient du secteur privé, des fondations, des grandes entreprises, des multinationales et des anciens élèves ou pensionnaires de ces écoles. Vous allez dans la Silicon Valley en Californie, vous allez voir toutes les grandes écoles qui sont là-bas, et vous allez à MIT, etc., etc. Vous allez à Paris, ici à côté, Demba pourrait en parler, Central, X, etc. Aujourd'hui, c'est comme on dit en anglais, c'est le petit pocket. Tu payes pour avoir un enseignement de qualité. Aujourd'hui, moi, j'ai enseigné, quand j'étais à Paris, à Sciences Po et à Sorbonne, que quantum horaire on te paye dans une école publique et dans une école privée, il n'y a rien à voir. Si aujourd'hui je vais enseigner, et je peux même prendre les professeurs au monde, ce qu'ils gagnent à l'UGB, c'est pas ce qu'ils gagnent dans les écoles privées. Ça, on le sait, c'est une autorité. Aujourd'hui, si je venais donner des cours chez Maliké, je dirais que tu me payes 300 000 francs l'heure ou 500 000 francs l'heure ou plus, en fonction du cours que je donne. Et je ne pourrais pas exiger de la même façon la même chose de l'école publique. Il faut que ces débats qu'on recadre et qu'aujourd'hui, le Sénégal tend à s'internationaliser. On va accueillir les plus grandes universités, on va accueillir, comme est en train de faire le Rwanda, on va accueillir les meilleurs étudiants du monde. On doit pouvoir accepter de s'ouvrir, d'avoir des fonds d'investissement, comme c'est le cas à l'IAM, ISM et autres. Et de toute façon, on ne peut pas freiner. Quelle que soit la volonté de l'État de dire nous allons réguler, on peut essayer de réguler, mais si ces fonds d'investissement viennent avec les ressources qu'il faut, je suis désolé, Maliké va vendre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils vous mettent un jackpot sur la table, tu as autre chose à faire que de gérer un groupe d'étudiants ou de courir derrière les loyers de 2 à 3 ans de l'État. Bon, voilà, je lance une pierre dans la main du professeur Maud pour qu'on revienne là-dessus. C'est-à-dire c'est quelque chose de personnel. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne doit pas revoir les choses vers le bas ou niveler vers le bas, plutôt vers le haut, et assurer qu'on ait de la qualité dans nos institutions de formation privées et s'assurer que l'université aussi tire vers le haut et que les professeurs qui sont dans les universités publiques soient bien payés pour pouvoir rester dans ces écoles, que les étudiants soient dans de bonnes conditions de travail, mais pas niveler vers le bas. De toute façon, si Maliké ne mettait pas les conditions qu'on a ici aujourd'hui à BEM, de travail, d'accompagnement, de facilité, de fibres, etc., beaucoup de nous-mêmes n'allons pas envoyer nos enfants ici. Hein. Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc ça, à mon avis, ça c'est une conviction personnelle. On va revenir au point que je faisais par rapport à ce que nous faisons, la DER, la Délégation Générale d'Entrepreneuriat Appui pour les femmes et les jeunes. Je pense que maintenant on connaît de plus en plus ce que nous faisons. Nous accompagnons les PME, les startups, les femmes et les jeunes à avoir du financement individuel, collectif. Et nous avons pu en financer environ plus de 60 milliards au cours de ces 2 dernières années avec un nouveau programme que nous avons aussi mis en place avec la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour 100 milliards sur les 2 années à venir. Nous voulons attaquer tous les segments de l'économie sénégalaise, de l'agriculture à l'élevage, à la pêche, à la transformation des produits agricoles en passant par le transport et à l'économie numérique. Et je m'arrête sur ce point parce que c'est ce qui concerne le plus le travail que nous faisons avec les écoles comme
l'ISM, IAM, BEM, l'université à Sansec de Ziguinchor, l'université Gaston Berger à travers leur incubateur, et l'UCAD, ici ESP et ESMT. C'est un programme d'accompagnement d'environ 1 milliard de francs CFA où nous mettons en place des labs au niveau des centres de recherche avec l'accès à la technologie, comme on dit, AR, VR, réalité virtuelle, etc., réalité augmentée, en mettant en place des labos équipés aux dernières technologies avec des Fab Labs sur mesure que nous avons commandés avec nos partenaires et permettre à ces jeunes, comme on l'a fait avec l'École supérieure polytechnique, les 3 derniers lauréats du Grand Prix du chef d'État pour l'innovation sont des jeunes que l'ADER a accompagnés, a financé au niveau de l'ESP, que nous avons amenés justement à des concours aux États-Unis, à MIT, à Draper University, et que nous avons aussi accompagné à travers des programmes avec Orange, notamment dans Vivatech, et que ces jeunes aujourd'hui se positionnent sur toute l'Afrique de l'Ouest pour être parmi les champions d'un programme qu'appelle la Banque mondiale appelle Excel Afrique. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces grandes écoles, mais aussi ces universités, à travers des programmes spécifiques d'incubation, de zones pousses qui deviendront, je le dis bien, des entrepreneurs. Notre objectif, c'est de créer la vocation entrepreneuriale, faire de sorte que les étudiants qui sortent de ces programmes puissent être des entrepreneurs, établissent leur entreprise et avoir des fonds de roulement et de l'investissement pour être du secteur privé. C'est ça l'objectif qui est recherché. Le deuxième objectif, c'est à travers notamment ESMT et ESP, c'est acquérir tout ce Fab Lab ultra modernes qui leur permettront avec des robots, tout type d'outils dont ils ont besoin pour vraiment pouvoir faire des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle et je le disais tout à l'heure de tout ce qui est, comment on appelle ça encore, la blockchain, etc. Et on spécialise selon le degré d'appétence de ces écoles, mais aussi selon le niveau des professeurs que nous trouvons dans ces écoles. Nous avons aussi lié des partenariats avec des grandes écoles avec qui nous travaillons subventionnés par un de nos partenaires pour accompagner ces étudiants dans la phase terminale pour qu'ils puissent aller dans ces pays pour faire 6 mois, voire 1 an. Et ça, c'est un programme d'excellence que nous sommes en train de mettre en place. Enfin, et je vais terminer là pour ne pas être très long, notre objectif vraiment, c'est de faire qu'il y ait de l'excellence et de la qualité dans les programmes de formation dans le secteur privé. Mais il n'y a pas que le secteur privé, nous travaillons aussi avec le secteur public. J'ai dit tout à l'heure les universités, que ce soit UGB à travers leur incubateur, c'est là que je vais rencontrer le professeur Lamingue, l'université de Bambey, où on a un programme, on va chercher les meilleurs étudiants sortant justement de leur programme agricole. Nous avons environ une dizaine de jeunes ingénieurs agricoles formés qui sont chez nous, qui viennent de Bambey, qui travaillent sur le projet de la terre au niveau national. Et aussi, quelque chose qu'on est en train de faire, c'est d'aider justement avec le ministère de la Formation professionnelle technique, un programme qu'on appelle SEEDS. Karine, SEEDS, tu me rappelles? Soutien à l'entrepreneuriat étudiant et à la dynamique start-up. Voilà, c'est eux qui ont mis ça en place pour vraiment accompagner à travers le centre de formation professionnelle technique les équipements, tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement, de coaching, de formation et de financement pour aider justement à ce que l'incubation soit le plus facile, soit plus technologique et soit le plus adapté et flexible au sein des CFPT pour que les jeunes, dès qu'ils ont fini leur formation, puissent être prêts à l'emploi et être recrutés par les entreprises sénégalaises et les multinationales. Voilà, je m'en arrête là pour le moment. Je vous remercie surtout pour les orientations que vous dégagez. Et il fallait, je pense qu'on est là pour débattre. Vous assumez des positions assez fortes. L'État n'a pas à financer les établissements d'enseignement supérieur privé. C'est à eux de se prendre en charge et de faire des efforts pour avoir leur viabilité économique. Je pense que les responsables des écoles qui sont là réagiront. Seulement, on est dans un contexte public. Les établissements assurent un service public de l'enseignement. Je pense que ça aussi, ça peut interpeller. Mais c'est un débat important. Je pense qu'il faudrait que je précise mes propos. Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est pas ça mon idée. Okay. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'on
nivelle, là on dit qu'il y a une égalité entre les établissements d'enseignement supérieur public et privé. Parce que le mode de fonctionnement n'est pas pareil, le budget n'est pas pareil. Et autrement, et par rapport à ce que vous avez dit aussi, bien entendu, ce n'est pas à l'État de financer les écoles privées. Si Madické veut mettre en place même, il n'a qu'à chercher les moyens, il n'a qu'à avoir une banque pour le financer, le rentabiliser, il le fait très bien. Maintenant, si l'État a besoin de Madické pour amener ses étudiants ici pour le former, l'État paye ses factures. Non, vous assumez très bien des positions qui sont très très courageuses et qui font débat. Et je pense que les collègues qui sont là vont débattre de ces questions-là. Je vais donner la parole à M. Pape Demba Diallo. Vous aurez constaté, j'ai mis les institutionnels avant, après les établissements vont venir. Et le professeur Machewadi pourra avoir la posture de l'universitaire et analyser. Donc on verra ce qu'il va nous dire, surtout qu'il a eu à assumer aussi des responsabilités institutionnelles. Donc M. Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tout le monde, donc saluer les professeurs ici présents, donc le ministre délégué général de FAFSA, donc mon frère, mes grands frères qui sont là, Pape Madické, et l'Alstar, donc que j'ai du plaisir à retrouver, car on rappelle qu'on le surnomme professeur. Et c'est parce que justement il a beaucoup formé. Et donc, mon grand frère aussi, le professeur Lamine Gueye, que j'ai retrouvé quand il était recteur de l'université de Alioune Diop de Bambey. La formation est quelque chose d'important. L'enseignement supérieur, c'est un secteur d'activité. Donc là, en tant que DG du Francis, je vais avoir une réflexion d'investisseur sur le fonds d'investissement. Je vais aussi avoir un avis d'instrument de l'État. Mais je veux aussi un avis de chef d'entreprise parce que je dirige des entreprises et je recrute des jeunes et des moins jeunes, donc des gens formés qui doivent faire du travail et transformer l'économie du Sénégal. Donc en tant qu'investisseur, un fonds d'investissement, pour moi, le secteur de l'enseignement, c'est un secteur assez particulier. Quand je suis arrivé au Francis venant de Sonatel, j'avais la santé, l'enseignement, le tourisme dans un certain nombre de secteurs. La première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de voir, j'en parlais tout à l'heure, avec le recensement de la population, quels sont les besoins de l'enseignement en termes d'infrastructure. Et en faisant un calcul approximatif, très approximatif, en 2015 déjà, j'ai trouvé qu'il nous fallait, entre 2016 et 2026, construire l'université, l'équivalent de 10 universités Gaston Berger, pour absorber la croissance des étudiants à taux de réussite égal au bac. Mais je présumais quand même que les enseignants du secondaire allaient être plus performants et que les taux de réussite allaient augmenter. Donc on se retrouvait avec 11 à 12, voire 13 équivalents d'université Gaston Berger à construire en 10 ans. Et au niveau de l'enseignement moyen secondaire, c'était encore plus, c'était 12 salles de classe par jour couvrées pendant 10 ans. Et lorsqu'on dit ça, on se dit en fait il y a deux choses. Il faut absolument de l'argent. L'État ne pourra pas faire absorber tout ça. Donc il faudrait que le privé se développe. Dans une entreprise de formation à toutes les règles des autres entreprises. C'est un secteur qui est régulé. Donc il faut que la régulation soit forte. Il faut que les critères, moi en tant qu'investisseur qui me permettent de mettre de l'argent soient clairs pour que je puisse dire, mais si j'ai investi, l'entreprise dans laquelle j'ai investi a toutes les autorisations nécessaires et sur la bonne voie pour pouvoir continuer ses activités. Ensuite, la stratégie elle est importante. De dire finalement, cet établissement d'enseignement supérieur offre un service de formation à des étudiants. Mais des étudiants qui acquièrent de l'employabilité. Mais l'employabilité pour quel secteur économique demain? Pour quel secteur socio-culturel demain? Tu me dirais, là, les sociologues ont beaucoup de travail à faire. C'est un plaisir que je rencontre aujourd'hui. Et donc, en tant qu'investisseur, ces analyses, je vais les faire en disant, mais est-ce que ces écoles sont en train de former les professionnels de demain? Et ces professionnels de demain le sont parce qu'ils vont travailler dans un environnement stratégique du pays. Le Sénégal a mis en place le PSE pour transformer structurellement son économie, relever un certain nombre de défis. Les entreprises qui interviennent ou les organisations qui interviennent dans le cadre de cette activité socio-économique, qu'elles soient privées ou publiques, devront prendre en compte cette stratégie.
Donc, ceux qui forment ces acteurs-là devront prendre en compte cette stratégie. Donc, en tant qu'investisseur, c'est la réflexion que j'ai. Ensuite, une chose extrêmement importante, c'est qu'il y a la consolidation. Vous êtes un secteur économique important, un secteur économique qui croît, parce que la population sénégalaise croît, le besoin de formation croît. Les gens qui sont au tout bas vont vouloir venir. Mais comment pouvons-nous faire pour que cette arrivée-là aussi, en fait, serve l'économie? Et là, je passe à mon statut de fonds souverain, instrument de l'État, où mon rôle, c'est de contribuer ma mission à développer le secteur privé en étant partenaire. Donc là, je suis un instrument de privé de l'État. Donc je viens à vos côtés et vous aider, en fait, à grandir, à ce que cette création de valeur reste le plus possible au Sénégal. Donc, cette création de valeur, cette création de valeur, pour la faire, vous allez vous baser sur vos propres capacités, sur ce que les investisseurs locaux ou internationaux vous apportent, mais aussi ce que des partenaires peuvent vous apporter. Mais c'est aussi tout à l'heure ce que le professeur Gueye souligné sur la formation du citoyen de demain, du professionnel citoyen de demain. Quel modèle de gestion, quel modèle de management, quel modèle d'entreprise. Donc ça, sont des choses importantes. En tant qu'investisseur et instrument de l'État, je vais regarder ça. Et dernièrement, bon, en dernier point, excusez-moi d'être aussi long, je suis un chef d'entreprise. Là, je vais sortir, je vais aller signer des... Voilà, j'ai des entreprises opérationnelles dans la santé, dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans un certain nombre de choses. J'ai besoin de personnes qui sont fortes, mais j'ai besoin de gens qui réfléchissent à 90 degrés. Nous sommes dans un environnement extrêmement challenging au Sénégal. Nous avons besoin d'élèves qui réfléchissent autrement. Et il est absolument nécessaire pour moi, si nous voulons au Sénégal gagner le défi du développement, d'abord gagner le défi de la formation supérieure. Parce que ce sont les ressources humaines, ce sont les hommes, les femmes qui construisent ça. Je vais terminer par un dernier point, qui est aussi important, c'est la dichotomie technique-gestion. Et je vais donner mon exemple personnel. J'ai fait une série scientifique, je suis allé en classe préparatoire scientifique, option chimie, ce qu'il y a de beaucoup de plus scientifique, hyper scientifique, on est dans un labo. Mais quand j'ai fait mes concours, j'ai dit, je ne peux pas être dans une école d'ingénieur ou dans une école de gestion uniquement. Je ne peux pas regarder la pièce juste sur une face. J'avais choisi 3 écoles qui réunissaient les deux, l'économie et l'industrie, les maths, la statistique, les télécoms et la gestion. J'ai pris l'école pour poser les télécoms et la gestion. J'ai travaillé comme ingénieur durant toute ma carrière quasiment avant de basculer sur l'investissement. Pour dire aussi qu'au Sénégal, nous avons besoin de former des gens qui allient les deux. Qui allient ces deux, quelle que soit la technologie, mais qui allient ce management et cette technologie. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, FONSIS, nous sommes un instrument de financement, nous sommes un investisseur. Et actuellement, pour financer l'enseignement supérieur, on a eu des interactions avec Subdoco, notamment donc, dans leur, à l'époque quand ils voulaient mettre en place la partie technologique, pour la faire grandir. Nous sommes disponibles pour accompagner des entrepreneurs comme BEM, comme Subdoco, IAM et d'autres, pour accroître leur taille, consolider ce marché et leur donner plus de moyens. Et nous avons un fonds que nous mettons en place et qui va faire son premier investissement en 2021. C'est un fonds de 100 millions d'euros sur 5 secteurs, et l'éducation est de ces 5 secteurs. Et l'éducation, ce sera essentiellement dans l'enseignement supérieur et dans une dynamique d'aider les structures existantes à consolider et à croître. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci pour ces facteurs, pour ces critères que vous esquissez pour accompagner les établissements. Je pense que les chefs d'établissement qui sont là doivent être rassurés de voir que l'instrument de l'État est disposé à vous accompagner. Mais je pense que c'est aussi ce qu'on attendait du Fonds 6. Le nom, c'est Fonds souverain stratégique. Donc je pense que c'est important que là où il y a des orientations stratégiques en matière de secteur d'activité porteur, que le Fonds 6 soit présent. Je pense que vous donnez des pistes assez intéressantes aux établissements en disant que mettez-vous en règle, mettez-vous sur des profils de formation qui soient attractifs, qui permettent de former l'étudiant qui pourrait s'insérer dans l'économie de demain, l'économie numérique, l'économie qui rencontre des enjeux de société. Soyez
suffisamment performant pour qu'on puisse vous faire confiance. Je pense que ce sont des critères sur lesquels vous demandez d'être à l'aise et c'est tout à fait normal. Donc, c'est bien d'avoir un instrument de l'État qui soit disposé à cela. Je pense que le professeur Lamine Gueye est de retour avec nous. Professeur Lamine Gueye. Oui, oui, Birahim. Donc, vous pouvez reprendre la parole. Ah d'accord, mais merci beaucoup Birahim. Vous savez, moi je ne m'étais même pas rendu compte que ça avait coupé. Hein. Je n'ai pas eu le temps. J'étais à la fin, j'ai fini mon topo et je me suis rendu compte que c'était coupé. Alors, Birahim, il faudrait quand même, parce que je ne veux pas reprendre à zéro, est-ce que si vous êtes retenu là où vous n'aviez plus le fil de ma présentation, que je complète rapidement. En fait, vous étiez en train de parler du financement des établissements qui seraient nécessaires parce que les écoles de gestion privées seraient d'égale dignité avec les universités publiques. Je pense que vous étiez à ce niveau-là. Alors, d'accord, merci Birahim. Alors donc, je disais qu'il est essentiel pour qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement des établissements privés pour les levées de fonds. Alors, avant cela, avant d'évoquer quelle est la plus-value de l'assurance qualité, donc, je voudrais juste vous présenter quelques résultats des évaluations du privé. Ça, je pense que vous ne l'avez pas eu, n'est-ce pas, Birahim? Non, on ne l'a pas eu. Ah, voilà, c'est important. Donc, c'est important que je vous résume de 2013 à maintenant, 2020, quels ont été les résultats des évaluations dans le privé. Le public, ce n'est pas la peine parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais le public vient aussi, en particulier pour les habilitations institutionnelles. L'ensemble des universités du Sénégal ont démarré la procédure. 4 d'ailleurs ont fini et ont été habilités. Il reste 3 autres qui ont démarré le processus d'habilitation institutionnelle. Alors pour le privé, il y a évidemment eu une réponse à la réglementation, mais aussi aux appels à manifestation d'intérêt de l'ANACIP. Et nous avons obtenu de 2013 à mi-2022 Alors, professeur? Ça, c'est dommage. C'est égalité. C'est le réseau de la Sonatel, de la SAR. C'est bien sûr. Et ils sont à bon, en espérant qu'il revienne, j'espère que cette fois-ci, il va pas continuer à parler. Je donne la parole au professeur Ibi Diakhaté, qui est le directeur de la recherche du qui ont terminé toute la procédure d'évaluation et que le dossier de l'évaluation a été soumis au conseil scientifique, il y a eu 88 qui ont eu un avis favorable. 61% donc d'avis favorables. Ce qui est bien comme résultat, hein. Évidemment, ceux qui n'ont pas eu l'avis favorable sont accompagnés pour faire mieux. Pour les diplômes, les formations, c'est-à-dire l'accréditation, la demande adressée directement à l'ANAC qui démarre la procédure, l'ANAC a reçu 567 demandes d'évaluation en vue de l'accréditation de filières dans les établissements privés. En fin de compte, 319 rapports ont été recevables, donc il y a là aussi certains établissements n'ont pas pu aller jusqu'au bout, ce qui d'ailleurs donne des éléments d'appréciation du ministère, mais aussi de y revenir des partenaires techniques et financiers qui nous sollicitent de plus en plus pour dire quel établissement qu'en est-il. Le nombre d'évaluations externes faites par l'ANACSUB remonte est de 264, hein, donc assez élevé, et le nombre de programmes accrédités, c'est 100 sur 236 soumis au conseil scientifique. Donc, l'habilitation se passe assez bien, mais pour les programmes, il y a des difficultés. Et donc, ce lot de 100 qui sort quand même en fin de compte, qui sort du lot, si on peut parler simplement,
évidemment, mérite d'être accompagné pour financer. Parce que pour financer, il faut avoir quand même des critères. Alors, qu'apporte l'assurance qualité au financement des établissements d'enseignement supérieur privé? Je l'appelle, moi, couramment, dans le service et autres, la plus-value de l'assurance qualité dans le financement des établissements privés. Ça peut être appliqué au public. Hein? Alors, quelle que soit la source de financement, c'est-à-dire venant des apprenants, ça c'est courant, venant de l'État, par une subvention ou un appui par fonds subsidiaires, etc., venant d'autres partenaires, les ETF, venant de projets, venant de ventes d'expertise, je crois que c'est essentiel que le privé développe cela, venant de l'entrepreneuriat propre ou en association avec des entreprises qui existent. Quelle que soit donc la source de financement, ce que nous vivons actuellement à l'ANAQ, c'est que le fait d'avoir réussi l'habilitation institutionnelle et l'accréditation d'un diplôme, c'est une garantie et une assurance pour les parents, pour les, pour les étudiants et pour les employeurs. En effet, quand on regarde la courbe de consultation du site de l'ANAQ, les gens nous consultent le site pour savoir quels sont les établissements habilités, quels sont les diplômes accrédités. Il y a une montée exponentielle après le baccalauréat. Ça, c'est très net. Hein? On le publie souvent dans notre petite revue. Et donc, les gens consultent maintenant, les parents, on se réflexe, les étudiants le font. Et en plus de cela, quand ils ne consultent pas le site, ils appellent directement l'ANAQ. Je disais tout à l'heure que l'assistante qui s'occupe de recevoir les appels dans ce domaine passe tout son temps au téléphone. Les gens demandent et insistent et parfois plus par écrit. De même, l'assurance qualité, le fait d'avoir été évalué, donne une légalité, une légitimité pour l'État et les pays partenaires. En effet, de plus en plus, je ne parle pas des structures de l'État, mais d'autres structures, comme les collectivités locales, les entreprises, demandent à l'ANAQ, après avoir lancé un appel à candidature, que les dossiers sont soumis et reviennent vers nous avec des courriers formels pour dire est-ce que ces diplômes-là sont accrédités, est-ce que l'établissement est habilité. Vous voyez que donc, ces entreprises, les employeurs maintenant, utilisent l'aspect légalité et légitimité de l'assurance qualité avant de passer au recrutement. Les structures étrangères, les pays étrangers, en particulier l'Amérique du Nord et surtout l'Europe, écrivent maintenant directement par leur agence d'assurance qualité à l'ANAQ et envoient des listes de diplômes pour lesquels nous devons leur dire est-ce que c'est reconnu, est-ce que ce n'est pas reconnu au Sénégal. Ensuite, quatrième élément dont on se rend compte avec le développement de l'assurance qualité dans le public et le privé, c'est que le fait de réussir les évaluations institutionnelles et de diplômes, c'est une condition de reconnaissance de diplôme parce que la réglementation sénégalaise est maintenant de plus en plus appliquée. Et vous savez qu'il y a le décret de 582 qui met en place les critères de reconnaissance des diplômes, mais aussi sur les titres et grades, dont on ne parle pas souvent. C'est le même décret qui donne les conditions de reconnaissance des titres et grades, pas seulement des diplômes. Il n'y a que deux conditions. Si une est remplie, ce n'est plus bon. C'est d'abord l'habilitation de l'institution à délivrer des diplômes selon le système LMD. Et deuxième condition, c'est que le diplôme en question soit accrédité par l'ANAQ. Et enfin, dernière idée, c'est que le fait d'avoir un système d'assurance qualité performant et que donc les évaluations sont couronnées de succès, c'est que c'est un facteur déterminant de compétitivité dans la recherche de financement. Ça, c'est nouveau. De plus en plus, certains partenaires, dans le appel à projet, dans les critères d'évaluation de certaines candidatures, mettent sur le barème l'assurance qualité. Récemment, pour donner un exemple, une structure importante au Sénégal a soumis un projet en appel à candidature et le dossier n'était pas éligible tout simplement parce que le bailleur de fonds a dit non, il faut être habilité par l'ANAQ si c'est une institution et si c'est un projet de formation, il faut que le diplôme soit accrédité par l'ANAQ. Donc vous voyez que le financement progressivement
est en train d'être conditionné par l'assurance qualité et un bon système d'assurance qualité. Pour conclure, il est nécessaire de développer un bon système d'assurance qualité pour avoir un financement durable. Tous ceux qui ne l'ont pas vont avoir progressivement des difficultés parce que les parents ou grands bailleurs, la prise en compte de l'assurance qualité est là. C'est pourquoi je réitère la disponibilité de l'ANAQ à accompagner tous les établissements, que ce soit publics et privés, par toutes les voies aussi, venir à l'ANAQ, mais surtout j'encourage la concertation en ligne, en téléphone ou par Internet pour que l'accompagnement de l'ANAQ soit quelque chose de quotidien aussi que durable des établissements. Je vous remercie pour votre attention en espérant que cette fois vous avez pu me suivre jusqu'à la fin. Non, cette fois-ci c'est parfait, on a pu vous suivre jusqu'à la fin. Et merci surtout pour les idées que vous esquissez. Je pense que vous nous donnez déjà un rapport sur le nombre d'établissements habilités, sur le nombre de diplômes ou de programmes accrédités, ce qui confirme d'ailleurs des résultats qu'on a eus dans le cadre d'une enquête d'ailleurs recommandée par l'ANAQ, qui nous montre que plus de 60% des établissements offrent des licences non accréditées par l'ANAQ. Et la proportion est à peu près la même pour les masters. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts réels que les établissements devraient faire. Et quand vous parlez de 100 programmes seulement accrédités, ça montre l'enjeu. Et effectivement, c'est bien que des financements soient liés ou bien rattachés à cette problématique de l'accréditation. Je pense qu'il y a un peu d'efforts qui seraient faits. Donc merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. Je pense que les intervenants pourront réagir par la suite. Je disais que je donne la parole au professeur Djibi Diakhaté, directeur de la recherche du groupe IAE. Merci beaucoup, professeur Gueye, modérateur. Je voudrais commencer par saluer toute l'assistance et féliciter les organisateurs de cette activité et notamment les autorités de BEM pour cette belle organisation, mais aussi l'association de gestion. Je voudrais aussi féliciter tous les intervenants pour la qualité des communications qui ont été prononcées jusque-là. Alors, moi je suis le professeur Djibi Diakhaté, j'ai la chance de m'occuper de recherche pour l'Institut africain de management, mais je suis en même temps enseignant-chercheur à l'Université Charles de Dakar. Je suis professeur associé à l'Université d'Evry à Paris, donc la chance d'être dans plusieurs institutions et d'avoir peut-être la possibilité de prendre du recul. Je voudrais surtout insister sur cette notion qui me semble essentielle, que Birahim a prononcée dans son intervention liminaire lorsqu'il parle d'un modèle afrocentré du management. Parce qu'en fait aussi, je suis d'accord avec le ministre Sarr, il faut être iconoclaste, hein. Il faut voir notre système, notre modèle de fonctionnement. Est-ce que c'est un modèle qui est efficient? La première école que nous avons connue dans nos sociétés, ce n'est ni l'école coranique, ni l'école française, ni l'université de type français, anglais, américain que nous avons connue. La première école que nous avons connue dans nos sociétés, c'est la famille. C'est la famille. La famille était la première école, la première université dans laquelle on formait les membres à des métiers, mais on les formait aussi à des sciences. Le père de famille est éleveur, il entraîne tous les membres de la famille au métier de l'élevage. Il est cultivateur, il entraîne tous les membres de la famille au métier de l'agriculture, etc. Ça se passait comme ça s'organisait essentiellement au cours de la famille. Mais ce n'était pas seulement une technicité liée à une profession, c'était aussi des sciences, des savoir-être et des savoir-faire qui étaient distillés à l'intérieur du cadre familial. Kamara Laye, par exemple, dans l'Enfant Noir, nous dit comment son père l'entraînait dans la forge, comment il apprenait les métiers du forgeron, mais comment aussi, en apprenant les métiers du forgeron, il était plus ou moins initié aux techniques élémentaires de gestion. Il ne fallait pas gaspiller beaucoup d'argent, il fallait, etc. Et quand on mangeait autour du bol familial, on préparait l'individu à respecter un certain nombre de règles en matière de gestion. Il ne fallait pas faire tomber la nourriture à le sol, il ne fallait pas toucher aux condiments qui sont au milieu du bol, ce n'était accessible qu'aux personnes âgées. C'était un modèle de gouvernance. Et les personnes âgées avaient le devoir de couper une partie de ces condiments et de mettre à la place des enfants qui étaient autour du bol. Toutes ces choses-là montraient qu'il y avait une préparation de l'individu à la vie active, au modèle de gestion, etc. Et ça se faisait au niveau de la famille. Et c'est plus tard, ça on l'oublie très souvent, que l'école coranique
est venue notamment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. L'école Coran. Il y a eu des universités d'obédience islamique en Afrique de l'Ouest. On oublie souvent cela avant l'arrivée de l'institution scolaire française. Il y a eu par exemple l'université de Pire, il y a eu l'université de Sankoré, c'était de grandes universités avec des facultés. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Au niveau de l'université de Pire, il y avait entre autres une faculté de rhétorique, une faculté de santé, où on initiait les gens à la pharmacopée traditionnelle, une faculté de grammaire, et la grammaire était essentiellement une grammaire arabe, et il y avait une bibliothèque avec plus de 20 000 ouvrages. Ça, les gens l'oublient aussi. Et que lorsque le colonisateur est venu, il a dû brûler tous les livres qui étaient au niveau de la bibliothèque, a dû tuer certains formateurs et a expatrié d'autres. Donc, il y a eu l'université, le modèle de formation arabo-islamique qui s'est installé dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est après que l'école française est venue. Je crois que cette histoire est importante, parce que quand l'école française s'est installée, elle a mis en place des curricula qui étaient en rapport avec l'économie de traite. Le colonisateur français, il vient, il installe de petites infrastructures de transformation au niveau du littoral, essentiellement au niveau de la façade océane. Lorsque vous regardez beaucoup de pays africains, l'essentiel des infrastructures de production et de transformation se trouve au niveau de la façade océane. Prenez le cas du Sénégal, l'essentiel se trouve à Dakar. Dakar, c'est juste 550 km², 0,3% du territoire national sénégalais. Et plus de 5 millions d'habitants au niveau de Dakar. Vous avez, ça c'est un modèle d'aménagement du territoire qui avait été mis en place par le colonisateur dans le cadre de l'économie de traite. Il prend la matière première, notamment l'arachide, le coton, etc., de l'intérieur du pays, il achemine vers le littoral, il transforme et après, il convoie vers la métropole. Et donc, ce qui fait qu'à partir des années 70, avec les cycles de sécheresse, les gens ont commencé à se déplacer en masse de l'intérieur du pays vers la façade océane. Parce que justement, il y a eu une littoralisation de l'activité économique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, les premiers modèles de formation qui ont été mis en place par le colonisateur répondaient aux attentes de l'économie de traite. Donc, ils formaient au métier de moniteurs ruraux, au métier d'infirmier, parce qu'évidemment, on domine les gens, mais il faut que les gens soient en bonne santé pour pouvoir cultiver la terre, pour pouvoir payer l'impôt, etc. C'était quoi encore? C'était des percepteurs de taxes, ça on peut comprendre. Et donc, tout ça montre que le colonisateur avait une vision économique et pour réaliser cette vision économique, il met en place une structure de formation qui accompagne cette vision économique. Le problème, c'est que quand nous sommes arrivés à l'indépendance, est-ce que justement nous avons travaillé dans le sens de changer de paradigme de développement économique et de changer aussi de paradigme de formation professionnelle? Voilà un sérieux problème qui fait que dans les années 80 avec la DIR, peut-être que ça, la DIR c'est la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Le gouvernement qui était à l'époque au Sénégal dit je veux développer certains secteurs de l'économie sénégalaise. Et la meilleure façon d'y aller, modèle fast track, c'est de mettre devant des champions et notamment des maîtrisards en économie. Donc la chose est vite faite, on a regroupé les maîtrisards en économie en GIE. Voilà, donc c'est des GIE où on leur a donné des véhicules pour le transport, des terres au niveau des deltas, je crois, des boulangeries, etc. Au bout de quelques années, des pirogues aussi. Mais je crois qu'ils n'ont pas fait l'immigration. Mais au bout de quelques années, pour l'essentiel, ils ont fait banqueroute. Au même instant, des Sénégalais qui n'avaient pas été titulaires de maîtrise en économie, qui peut-être n'étaient même pas allés à l'école française, réussissaient dans ces mêmes secteurs d'activité. C'était les Ndiaga, c'était les Lobat Fall, c'était les Abdou Karim Fall, c'était etc., etc. Et aujourd'hui, c'est les Bokar Sambégué. Il y a un problème. Est-ce que notre modèle de formation est un modèle de formation viable? Voilà la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une réorganisation de notre activité économique? Le pays se dit qu'il faut aller vers de nouveaux paradigmes, qu'il faut aller vers une rupture totale et avoir un modèle économique qui réponde, nous, à nos attentes. Et à partir de ce moment-là, avoir aussi un modèle de formation qui tienne compte de nos réalités. Aujourd'hui, nous avons de grands instruments commerciaux, tels que Diaoubé. Mais est-ce que dans nos écoles, il y a une préparation à, je ne sais pas moi, aux affaires à partir de langue nationale? Le Peul des affaires, le Manding des affaires, le CRR des affaires. On parle bien d'anglais des affaires, on parle bien de portugais des affaires. Moi, je parle de Manding des affaires pour pouvoir se mouvoir au niveau de ces marchés transfrontaliers comme Diaoubé, par exemple. Voilà autant de questions aujourd'hui qui interpellent nos écoles et je crois que nous devons aller vers des champs profonds dans des dynamiques beaucoup plus durables et beaucoup plus viables. Je vous remercie.
Merci Djibi. Je pense que vous donnez un autre critère au FONSIS pour le financement des établissements, parce que si les écoles font les efforts pour avoir une offre de formation sénégalo-centrée ou afro-centrée, je pense que ce serait déjà quelque chose et ça prendrait en compte nos propres réalités. Je vais passer la parole à M. Abdelaziz DG ou PDGA du groupe Sud. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. Je remercie mon tonton Yannick Diop d'avoir bien voulu nous associer à cet atelier. Je salue tous nos amis. Ici, il n'y a que des amis du groupe Sud qui sont ici. Ibrahim, avec qui on a collaboré chaque année dans le cadre de l'association sénégalaise de sensibilisation. Partenaire Diallo également, à la fois dans le cadre du FONSIS et dans le cadre des AET. Nous recevons des diplômés, des bacheliers de Britannique, M. Diarté, M. Malifay. Donc, mon intervention sera courte. C'est d'abord, notamment, je salue également M. le ministre Fabsa, je vous remercie de sa présence. Alors, je salue nos amis aussi de l'enseignement supérieur privé, donc M. Moj Sengan, avec qui on collabore beaucoup, et M. Lamine Gueye, qui je remercie d'avoir bien voulu coopter notre PDG, M. Si, dans le conseil d'administration de l'ANACSU. Alors, mon intervention, comme je l'ai dit tantôt, sera très courte. C'est d'abord pour parler du sujet pour lequel on nous a invité, qui est le financement des établissements supérieurs privés, sujet que nous connaissons bien, si vous le permettez. Je dirais en préambule que je ne partage pas totalement ce que tu as dit au tout début de tes propos, où tu as peint vraiment je trouve personnellement un décor très macabre et sobre des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Parce que tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes dans une position très simple. Nous, c'est le marché qui fait la loi. C'est les entreprises qui sont nos boussoles. Si on ne forme pas les entreprises, on ferme le tout. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque vous avez des grandes écoles de renom qui viennent signer des partenariats avec vous, qui choisissent votre établissement, je cite par exemple Mines Télécom, l'IMT Paris que tu as fait, qui est une des plus grandes écoles d'ingénieurs qui vient dans le territoire sénégalais, signer un partenariat avec toi, Rodensia Business School, ou même Kedge pour Maniquet, c'est qu'il y a de la qualité qui est faite. Sinon, ils ne viendraient pas. Lorsque vous avez des effectifs où il y a plus de 35% qui sont de nationalité étrangère, qui viennent du Congo, du Gabon, du Djibouti, quasiment tous les pays francophones, c'est qu'il y a une confiance qui est derrière. Et je pense que le débat, il faut le poser de manière positive pour faire avancer les pays. Parce que nous partageons tous le même pays. Et de l'expérience que nous avons, je pense que nous n'avons pas été associés souvent aux tables des discussions. Nous le déplorons et dans toutes les communications que nous faisons avec nos autorités de tutelle, c'est vraiment de faire comprendre le rôle important que doivent jouer les établissements d'enseignement supérieur dans la construction des générations futures. Nous l'avons dit plusieurs fois et nous le disons parce que nous regardons ce qui se passe dans le monde. Dans tous les pays développés, vous avez un système éducatif qui repose sur deux pieds, le privé et le public. Le public parce que l'État a vocation de service public pour cette population, mais le privé parce que l'État ne veut pas tout faire. Et l'État doit organiser le secteur et encourager les initiatives privées. C'est ça la vocation de l'État. Lorsqu'on se compare avec les États-Unis, vous avez Harvard, une des plus grandes universités qui est privée, MIT qui est privée, Carnegie Mellon, les plus grandes universités américaines sont des universités privées qui financent leurs activités à travers les frais de scolarité de leurs étudiants, mais à travers des fondations, des fonds, M. Sarr l'a dit tantôt. Donc, le débat
public-privé, pour moi, c'est un débat qui nous retarde. Je pense qu'il faut regarder l'avenir et le construire ensemble. Et se poser les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? Je suis un État, j'ai des privés qui sont là. Mais la question qu'un État responsable doit se poser, comment je fais pour les encourager à aller de l'avant? Parce que s'ils vont de l'avant, c'est mon pays qui va de l'avant. Mais est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Malheureusement, jusqu'à présent, on ne s'est pas posé cette question. Si vous voulez vraiment que je vous dise la vérité. Lorsque, je le dis parce que M. Sarr est là, le président de la République a voulu développer les startups. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord choisi de modifier l'arsenal juridique, créer une loi, c'est une startup. C'est déjà un pas pour encourager. Bien sûr, il y a des décrets d'application, mais c'est toute la dynamique qu'il veut impulser pour développer les startups. À ce jour, je n'ai jamais vu une loi ou un élément, un signal pour développer l'enseignement supérieur privé dans le pays. Et je vous le dis, du haut de près de 30 ans d'expérience dans l'enseignement comme bourse de Copa. Je fais référence ici à professeur Bachewa qui vraiment nous accompagne énormément dans le domaine de la recherche. Parce que dans ton préliminaire, tu as évoqué que la recherche était l'enfant pauvre des établissements d'enseignement. Lorsqu'on s'est approché de M. Watt, il nous a immédiatement tendu la main. Il a dit, vous voulez développer la recherche? On signe un partenariat entre nos laboratoires. Et depuis lors, nous avons mis en place énormément d'activités ensemble pour développer la recherche, avec des articles qui ont été publiés dans des revues internationales classées. Il est là pour en témoigner, avec un colloque international qui a été organisé. Mais pour te dire les blocages que nous avons. Parce que quand le ministère dit « je veux développer la recherche », nous on propose des choses, mais derrière quel encouragement nous avons? Pour te donner un élément, nous avons déposé un dossier de PhD. Depuis 1 an, on n'a pas eu de réponse, jusqu'à présent. Même pas un accusé de recherche. Donc quand tu dis la recherche est un parent pauvre, moi je dis mais comment on fait? Tu vois? Donc c'est pour ça que je dis le débat, il n'est pas dans un rapport conflictuel entre le privé et le public. Le débat, il est dans une complémentarité des deux forces aujourd'hui, pour l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, je reviens au thème, je pense que c'est ça qui est important, c'est le financement. C'est-à-dire quel mécanisme de financement nous pouvons mettre en place pour organiser et développer les établissements privés. Je donne l'exemple du Maroc. Vous avez l'Université internationale de Rabat, qui a été créée en 2010, qui est un PPP, un partenariat public-privé. Donc l'université privée, vous avez l'État marocain qui a investi, la Caisse de dépôt et consignation. Ils ont créé un consortium, ils ont investi 1,7 milliard de dirhams pour développer et construire des infrastructures d'accueil impressionnantes pour attirer les meilleurs étudiants d'Afrique dans leur pays. Si vous voyez leurs infrastructures, c'est comme les universités européennes. Donc ça, c'est un signal d'un État. Et puis c'est sous contrat avec l'État. C'est-à-dire, c'est comme dans le secondaire en France, quand l'État français signe un contrat avec un lycée, l'État délègue le service et recrute des enseignants pour le lycée, qui est un lycée privé. Donc, c'est l'État qui signe un contrat et qui prend un engagement. C'est dans le même modèle qu'ils ont développé avant. Et le Rwanda fait pareil. Ils ont signé un accord en 2012 avec Carnegie Mellon, où ils ont amené Carnegie Mellon et chaque année, ils investissent 95 millions de dollars qu'ils donnent à Carnegie Mellon. En contrepartie, ils ont 50% de bourse pour leurs étudiants mondiaux. Je peux citer beaucoup de pays où il y a une initiative de l'État pour encourager le développement des privés. Et je pense, de mon avis, qu'il faut une vraie réflexion pour encourager le privé. Parce que, si je prends l'exemple de Sudoku, qui a été fondé par M. Aboubakar Sadessi, mais sans aucune aide de qui que ce soit, ni de l'État, ni de personne, si ce n'est que sa force de croire, et je l'ai dit sous le contrôle de l'humanité, et de croire en lui-même et de croire à la qualité du travail qui est fait. Et c'est ça. Nous, actuellement, on fonctionne comme une entreprise privée. On va dire, c'est très bien. On fait des impôts en même titre qu'une entreprise normale. Oui, mais un service public. On forme aujourd'hui le capital humain pour le pays.
et pour l'Afrique. Donc on doit bénéficier, à l'instar d'autres secteurs qui ont pourtant qui ne sont ni dans la santé ni dans l'éducation et qui bénéficient d'exonération fiscale ou d'une assiette beaucoup plus favorable aujourd'hui. Et c'est ça le débat pour moi. C'est comment on lève des fonds pour permettre à nos écoles d'atteindre un niveau. Parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres pays africains qui vont décoller. Et je vois venir la Côte d'Ivoire. Je vois venir la Côte d'Ivoire avec des initiatives que le gouvernement prend pour leur secteur privé universitaire. Je le vois venir. On a parlé du Maroc tout à l'heure. Donc, le Rwanda. Donc, c'est pour moi, ce sont des questions fondamentales. C'est pour ça que cet atelier, je ne sais pas qui a eu l'idée, c'est une très bonne idée. Mais, poser vraiment ce problème-là, c'est comment on fait. Et moi, j'ai parlé, pour moi, c'est les PPP. C'est l'État, par exemple, à le foncier. Mais si l'État donne aujourd'hui à BEM ou au Sud de Pau 10 hectares de se construire un grand campus aujourd'hui, mais il y aura des résultats immédiatement. Ça, il n'y a même pas à douter là-dessus. Les mécanismes financiers, le Fonds 6, la BNDE, mais qu'en est-il de l'éducation? On parle d'éducation de nos enfants. Donc pour moi, il faut encourager les initiatives, encourager la recherche, mettre en commun les forces, que ce ne soit pas que des discours, mais que ce soit la réalité. Et quand je dis unir les forces, c'est important, parce que le monde aujourd'hui est à l'union des forces, et non pas à la séparation. C'est pour ça que je ne partage pas trop l'idée d'ouvrir les universités partout dans le Sénégal. Je pense qu'il faut construire déjà les acquis que nous avons, Ziguinchor, Bambey, Saint-Louis, Lucas, il faut renforcer ces acquis-là. Parce qu'en France, si je pense à cet exemple, vous avez les universités qui font l'inverse, qui se regroupent pour être figurées bien dans les classements Shanghai et les autres classements internationaux. Et ça commence à donner des fruits. Nous, on fait l'inverse. On se disperse, on disperse nos forces. Dans le Sénégal, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et donc l'idée, c'est de trouver ces mécanismes, de mettre en place, rassembler tous les acteurs autour des acteurs de l'enseignement supérieur. Et puis privilégier la qualité partout, tout le temps. Parce qu'au bout du compte, c'est la qualité qui va différencier les établissements et qui va positionner notre pays comme hub d'excellence dans l'enseignement supérieur, en gestion, en tout cas. Donc pour ne pas être long, voilà ce que je voulais dire et on vous remercie. Merci beaucoup, M. Jessie. Je pense que vous avez dégagé des pistes qui me semblent très très intéressantes. Je suis d'accord avec vous quand vous évoquez des possibilités de benchmarking avec des pays qui ont fait la voix sur certaines questions. Je pense que la solution des partenariats publics-privés pourrait être un axe à privilégier. Vous l'évoquez, pourquoi l'État ne prendrait-il pas en charge des enseignants affectés à des établissements privés, d'enseignement supérieur? On a parlé de la qualité. Aujourd'hui, les docteurs sont formés dans les universités publiques. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Ils risquent d'être tous au chômage parce que les universités ne pourront pas tous les prendre. Est-ce qu'il n'y a pas une idée qui pourrait germer autour de cela? Je pense que toutes ces questions-là méritent d'être abordées de manière lucide et surtout voir quel est le positionnement que l'État devrait prendre d'un point de vue stratégique. Je pense que les éléments qui avaient été évoqués par M. Diallo tout à l'heure vont dans ce sens-là, mais il est important que l'État prenne angle avec les promoteurs de ces établissements. Effectivement, le tableau n'est pas noir partout dans l'enseignement supérieur en gestion, en Afrique, au Sénégal en particulier. On peut trouver quelques écoles où les choses marchent plutôt bien, mais figurez-vous, dans notre dernière enquête, je l'évoquais tout à l'heure, on a plus de 60% des établissements qui ont des licences qui ne sont pas accrédités, ni par l'ANAQ, ni par la CAMES. Plus de 60% des établissements ont des masters non accrédités. Et tout à l'heure, quelqu'un, je pense que c'est M. Mouy qui le disait, il y a des écoles d'enseignement supérieur qui sont informelles. Je pense qu'il y a aussi une réalité qu'il faut savoir, regarder de face et essayer de trouver des solutions par rapport à ces questions-là. Donc je pense que c'est autant de questions que nous allons aborder peut-être avec M. Parmadi Diop, PDG de BEM. Vous demandez qui a eu l'idée de cette conférence, c'est lui. C'est lui qui a proposé, lorsqu'on est venu discuter de la conférence
de l'ASG, même si le thème était relativement éloigné, on est cette discussion-là. Donc, à tout seigneur, tout honneur, c'est Dieu. C'est allumé, le micro est allumé. Merci beaucoup, Ibrahim, professeur. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je commencerai d'abord par le ministre délégué général de Monica, que nous avons l'immense plaisir de recevoir ici. Saluer également le directeur du l'enseignement supérieur privé, le professeur Sengan Boch, le secrétaire, le professeur Lamingay, secrétaire exécutif de l'ANACSU, et bien sûr, frère Fabien Diallo, directeur général du Francis, le directeur général M. Boko, mon neveu, Abrasis, le directeur de la recherche de l'IAM, le professeur Ibida Katou, et bien sûr, mon frère Bachir, professeur Bachir Ouad, de longue date. Nos chemins se sont croisés dans les années 80 à Poitiers, donc ça fait longtemps. Et remercier bien sûr tous ceux qui sont dans cette salle. Oui, on a eu l'idée ensemble, Greg, de convoquer ce thème-là. Parce que c'est un thème, comme moi j'ai l'habitude, dans le cadre de mes fonctions, aussi bien dans le conseil d'administration de Ketch, qu'à l'occasion de réunions organisées entre universités publiques et universités privées françaises, que ce thème-là soit discuté. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à un panel sur ce thème au Sénégal. Et donc j'ai pensé que c'était important justement de convoquer ce thème-là. Toutes choses entendues, l'hybridation des savoirs, l'hybridation des compétences, comme Demba en a parlé, c'est fondamental. Être à la hauteur de la compétition internationale, le ministre Babsar en a parlé, c'est fondamental. Revisiter notre modèle d'éducation, d'instruction. Oui, le professeur Ibida en a parlé. Replacer les choses dans le contexte et être aussi dans cette logique de création de valeur financière. Abdou en a parlé, c'est important. Je voudrais très rapidement convoquer, même si dans notre contexte, quelquefois, il ne faut pas convoquer ce qui se fait en France, ce qui s'est fait en France. Parce que c'est quand même, si nous avons des écoles à côté des universités, c'est parce que nous avons copié le modèle français. Parce que la France, c'est quand même le seul pays au monde à avoir deux ordres d'enseignement supérieur. Les universités d'un côté et les grandes écoles de l'autre. Qu'elles soient d'ingénieurs ou les grandes écoles de commerce. Les grandes écoles d'ingénieurs, l'IX, Centrale, Mines, Technique, Mintech, etc. Et les écoles de management. Nous parlons aujourd'hui du financement des écoles de management. Dans l'exemple français, l'école de commerce de Paris, la première, créée en 1819, par les bourgeois parisiens qui voulaient précisément s'occuper de politique et qui tenaient à ce que leurs affaires continuent à tourner, ont créé cette école pour que leurs enfants soient dans cette école-là, soient formés à tenir un business. Après, l'école de commerce de Paris a fait des petites, parce que je sais né, Lyon né, les écoles de province, etc. Ces écoles-là, toutes ont été pendant très longtemps et démembrement des chambres de commerce. Elles n'avaient même pas de statut juridique, n'avaient pas de personnalité juridique, des départements des chambres de commerce. HEC Paris, jusqu'en 2016, était un département de la chambre de commerce de Paris. Elle n'avait aucun statut juridique. C'est-à-dire qu'elle recevait, par conséquent, une dotation de la chambre de commerce, qu'elle soit de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Portugal. La question s'est posée, mais justement parce que ces écoles-là, à un moment, ont été dans la compétition internationale. Et pour être dans la compétition internationale, il faut avoir une taille. Une taille à la fois du corps professoral, d'effectifs, mais également un budget.
c'est construit. C'est pas possible. On ne peut pas continuer avec les chambres de commerce, alors même que nous sommes dans cette compétition internationale. Vous voyez bien la place des établissements français dans le classement Shanghai. Les premières, l'école normale sud, rue d'une école polytechnique, sont à partir de la 40e place. C'est ça le classement Shanghai. Donc, les écoles de management ont voulu sortir de ce système des chambres de commerce. Et donc, des écoles se sont créées, notamment sous la forme associative, loi de 1901, pour avoir plus de souplesse, plus d'agilité, plus de flexibilité. Et puis ensuite, d'autres écoles sont allées encore plus loin et sont sorties même du statut associatif et sont devenues des sociétés commerciales. L'EM Lyon, récemment, en 2016, s'est constituée sous la forme d'une société anonyme pour permettre l'arrivée d'investisseurs dans l'EM Lyon. Parce que l'EM Lyon a pris un engagement. J'ai un budget de 100 millions d'euros. Je veux en 2025 passer à 300 millions d'euros. Je veux tripler mes effectifs. Je veux doubler mon corps professoral. Je veux être plus dans l'internationalisation de mes parcours. Je veux. Pour cela, j'ai besoin d'argent. Parce que la compétition internationale exige ça. HEC aujourd'hui, 2019, HEC c'est 155 millions d'euros de budget. Un peu plus de 100 milliards. Toutes les universités publiques du Sénégal ne font pas ça. L'université de Dakar, l'UCAD, son budget, à la fois le budget de fonctionnement et le budget du coût, ça ne fait pas 50 milliards. Vous mettez l'université de Thiès et toutes les autres universités, ça ne fait pas le budget de HEC. Ça ne fait même pas le budget de notre partenaire stratégique Kedge, dont le budget est à 120 millions d'euros, 80 milliards de francs CFA. École de commerce de province, et 80 milliards de budget. Donc, il faut revisiter le modèle dans lequel nous sommes. C'est aussi, et c'est surtout un modèle financier. Ces écoles-là ont voulu s'ouvrir à la compétition internationale. Et donc, l'État français a accompagné cette quête des écoles. Puisque le statut des chambres de commerce était un statut qui enfermait les écoles, puisque le statut associatif ne permettait pas l'arrivée d'investissements massifs, parce que tout de même, les investisseurs ne sont pas des philanthropes. Ils ne vont pas venir dans un statut associatif où ils se disent, je mets de l'argent, l'association va faire des bénéfices, mais il n'a pas le droit de distribuer des dividendes. Je vais mettre de l'argent dans une organisation qui ne distribue pas de dividendes. Alors, l'État français dit, ok, en 2014, je vais créer un statut nouveau. Les ECS, établissements d'enseignement supérieur consulaire. C'est-à-dire un établissement hybride qui est à la fois, qui garde le statut d'établissement consulaire, mais qui emprunte aussi à la société anonyme. Et l'État français dit, ces établissements-là vont pouvoir accueillir de l'investissement privé, mais à hauteur de 33%, pas plus. HEC est sous cette forme-là, aujourd'hui. On garde finalement le statut consulaire et par ricochet la mission d'intérêt général. J'y reviendrai tout à l'heure. Parce que ça aussi, on en a parlé, la mission d'intérêt général. On n'oublie pas. D'ailleurs, la France a créé les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, les ESPIC. Peut-être nous, on arrive à ça. Que dans ce pays-là, qu'on puisse dire, on dépasse simplement les proclamations. Et qu'on dise, attention, il y a un statut qui est là, qui est le statut de l'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Maintenant, qu'on le qualifie, qu'on le caractérise et qu'on permette aux établissements d'y accéder. Et d'y accéder pourquoi? Et en gagnant quoi? Parce que ça aussi, c'est la question. Ce rappel étant fait, tout à l'heure, le ministre Papsar en parlait. Quand je prends deux exemples, je sors de la France, je vais en Angleterre et aux États-Unis. La London School of Economics, c'est un établissement public. Mais quand vous voyez la structure de son budget,
la contribution publique représente 7% du budget de London School of Economics. Les subventions publiques, l'essentiel du budget de la London School of Economics provient des frais de scolarité des étudiants, mais surtout des dons des anciens étudiants et aussi de la valorisation de la recherche. Valorisation de la recherche. On prend le budget de Harvard Business School. Ça donne quelques vertiges. 1,5 milliard d'euros. 1000 milliards de francs CFA de budget. Je ne parle pas de l'université de Harvard, je parle de la Harvard Business School. 1000 milliards. Sur ces 1000 milliards de budget, la contribution des élèves, qu'elle soit de formation initiale, de la business school ou de la formation continue, c'est 43% du budget. Le reste provient essentiellement du mécénat et de la recherche, la valorisation de la recherche. Mécénat, recherche. Donc voilà les leviers, en tout cas les sources de financement des établissements à l'international. Vous voyez bien qu'on ne l'a pas dans l'exemple français. Parce que dans l'exemple français, tout à l'heure, le budget de HEC que j'ai mis en exemple, et le budget de Ketch, 70% du budget des établissements français provient des frais de scolarité. La contribution de l'État, l'État français donne à quelques établissements qui sont ESPIC, donc qui sont établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, une subvention. Dans le cas de Ketch, la subvention est de 1 million d'euros. 1 million d'euros pour un budget de 122 millions d'euros. Ce n'est pas très important, ce n'est pas significatif. Mais le label ESPIC donne d'autres choses. Donc ça, on pourra y revenir. Pour ramener tout ça chez nous, dire que c'est parce que les établissements français étaient coincés dans ce statut des chambres de commerce et coincés dans ce statut associatif qu'ils ont demandé à aller plus loin et à être dans des sociétés anonymes ou des sociétés, en tout cas des sociétés commerciales. Mais nous, la question ne s'est pas posée chez nous, puisque nous tous, toutes les écoles sont constituées sous la forme de sociétés commerciales. Et ça, SARL, etc. Donc la question chez nous, à mon avis, n'est pas la question du statut de l'école, du statut juridique, puisque nous avons, je crois, le bon statut juridique. Mais la question, il me semble, est dans la gouvernance. La question de la gouvernance. Et la question du caractère de la mission qui est assignée aux établissements. Est-ce qu'au-delà de ce que nous sommes, au-delà de notre gouvernance, est-ce que la mission d'intérêt général contribue comme levier de croissance pour les écoles? Les écoles s'appuient sur deux choses. En matière de stratégie de croissance, Abdelaziz l'a dit, une croissance interne ou une croissance externe. La croissance interne, c'est quoi? Je veux multiplier, je veux augmenter mon budget. Qu'est-ce que je fais? J'augmente mes effectifs. J'augmente les frais de scolarité. J'internationalise les parcours. Je m'implante à l'étranger. Je développe la formation continue. Donc je m'adresse aux entreprises. Tout cela, ce sont des stratégies de croissance interne. Et l'autre stratégie sur laquelle on peut s'appuyer, c'est la stratégie de croissance externe. Fusion-acquisition. Nous sommes dans un marché qui est étroit, nous sommes trop petits, on va fusionner pour avoir une taille. Ou alors, je ne fusionne pas, mais j'ouvre mon capital à des investisseurs qui ont les moyens financiers de m'emmener plus loin et de porter une ambition plus forte. Nous y sommes. Le vrai débat, aujourd'hui, pour nous, établissements d'enseignement supérieur privé, il est là. Il est dans le modèle que nous voulons mettre en place et dans l'ambition que nous avons. Pour à la fois nos écoles, pour nos étudiants, bien sûr, toute notre communauté, mais également pour le Sénégal, pour continuer à promouvoir ce label Sénégal. Pour moi, voilà les questions, en tout
cas qui interpellent aujourd'hui les établissements d'enseignement supérieur privé et sur lesquels, bien entendu, c'est dommage parce que je suis certain que le temps ne nous le permettra pas. Il y a tellement de sujets à mettre sur la table et à discuter. Et tous ces sujets me semblent être intéressants, enfin, plus intéressants les uns que les autres. Je vous remercie. Je ne veux pas être très long parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous avez mis sur la table des idées. Moi, je retiens l'esprit. Est-ce que c'est un benchmark pour nous? Est-ce que c'est pertinent pour le contexte? Est-ce que l'État est disposé? Parce que quand on fait des esprits, il faudrait un accompagnement. Vous n'avez pas évoqué la question de la fiscalité. Moi, j'attendais aussi sur cette question-là. Est-ce que la fiscalité aujourd'hui, je pense qu'Aziz en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on va faire payer à un établissement d'enseignement privé la même chose qu'une entreprise? Professeur, excusez-moi, mais c'est un sujet important. Et je voudrais le dire d'ailleurs en présence du ministre Papsa. J'ai dit à un ancien ministre de l'économie et des finances que BEM était traité de la même façon qu'une entreprise qui fabrique des pesticides. En tout cas, du point de vue fiscal. Je pense que c'est le cas de Subico, c'est le cas d'IAM, c'est le cas de toutes les écoles. C'est-à-dire que nous avons une contribution à l'impôt comme toutes les autres entreprises. Nous sommes exonérés de TVA sur la formation initiale. Et c'est tout. Parce que sur la formation continue, bien sûr, nous sommes assujettis à la TVA. La question de la patente est un révélateur. Il y a une disposition du Code général des impôts qui exonère un certain nombre de personnes morales de la contribution à la patente, à la contribution locale aujourd'hui. La disposition dit est exonéré tout établissement d'enseignement scolaire privé général. Scolaire privé général. Ils sont à multiples interprétations. Bien entendu, moi j'ai payé la patente et j'ai dit à qui de droit que je ne devais pas la payer. Et j'ai écrit. J'ai expliqué pourquoi je ne dois pas payer la patente sur la base de cette disposition-là. On me dit non, non, non. Toi, tu n'es pas un établissement d'enseignement privé général, tu es un établissement d'enseignement privé professionnel. Je dis ah bon? Et pourquoi? On me dit, argumenté par l'administration, parce que vous formez des personnes à qui vous donnez des compétences et donc à qui vous donnez une certaine employabilité. Dès lors, vous ne formez pas des gens qui ont des compétences générales, vous formez des gens qui ont des compétences professionnelles. J'ai dit à cette personne-là, mais à contrario, ça veut dire que l'université ne forme pas des gens qui doivent travailler. C'est un vrai débat. Donc, bref, c'est pour dire que cette question de la contribution locale qui pèse sur les écoles, il n'y a aujourd'hui aucun dispositif fiscal incitatif avantageux pour les établissements d'enseignement supérieur. Je pense d'avoir raconté, même c'est implanté en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'avoir été reçu, que Dieu ait pitié de son âme, Premier ministre Amadou Coulibaly. Quand je suis sorti d'audience, j'ai appelé un de mes amis. Et ça aussi, je le dis en présence du ministre Babsa. Je lui ai dit, voilà ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait pour BEM. Je n'imagine pas, même dans mes rêves les plus fous, avoir ça au Sénégal. J'ai dit, écoutez, dans mes rêves les plus fous, je n'imagine pas ça dans mon pays. L'État de Côte d'Ivoire a pris une exonération de droits de douane, exonération de TVA, crédit d'impôt s'il y a des Ivoiriens qui rentrent dans le capital à hauteur de 20%, 25%. Je n'imagine pas avoir ça ici. Donc la question de la fiscalité est une vraie question. C'est de l'importance qui est. Voilà, rebondir, c'est tellement vrai que même à côté de chez nous,
tellement vrai que même à côté de chez nous, en janvier, nous qui avons ouvert la campus en janvier, nous bénéficions de beaucoup d'avantages qu'on n'a pas ici au Sénégal. Donc c'est vraiment un débat très important qu'il faut poser. Quels avantages nous pouvons mériter, à l'instar d'autres secteurs? Merci. Je pense que je donne la parole maintenant au professeur Achiwate pour pouvoir clôturer. On le voit, je pense que le débat est tellement riche, les sujets à aborder nombreux, que c'est difficile de les couvrir. Mais on va donner la parole au professeur Achiwate pour pouvoir avancer dans ce moment. Très bien, merci bien, Monsieur le Président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Et merci à tous nos partenaires pour cette activité annuelle de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Je voudrais, avant de pouvoir revenir sur le débat, saluer et remercier Monsieur le ministre délégué à l'emploi rapide des jeunes et des femmes, Monsieur le directeur général de FONSIS, Monsieur Mbodj, professeur Senghane Mbodj, directeur de l'enseignement supérieur privé à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, le professeur Lamine Gueye, mon ami de toujours de 40 ans, directeur secrétaire exécutif de l'ANACSUP, mon frère Parmadiké, Abdou Aziz aussi, et le professeur Dimidiaté qui vient de partir. Le sujet qu'on a posé est un sujet un sujet d'une brûlante actualité. Et je pense que l'avoir choisi est extrêmement important parce que l'enseignement supérieur se trouve aujourd'hui confronté à un système de financement en rapport avec la conjoncture qui a impacté, mais en rapport avec l'évolution de cet enseignement supérieur privé. Et je pense que le point de départ qu'il faudrait poser, c'est une entreprise d'intérêt général qu'on a repris dans notre contexte comme étant une entreprise de service public. L'enseignement supérieur privé, l'enseignement supérieur tout court, c'est un service public. En tant que service public, il peut être réalisé en régie ou en concession. En régie, quand l'État administre, et c'est alors les universités publiques. En concession, quand c'est le secteur privé, quand on est dans l'enseignement supérieur privé. Et le saut qu'il fallait faire, c'est le décret sur la dignité. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de réticence à admettre l'enseignement supérieur au Sénégal. En 1995, pour avoir l'accord cadre, c'était extrêmement difficile. Il y avait une résistance terrible parce qu'il y avait des conceptions. Il y avait une conception qui voulait que l'enseignement supérieur soit public parce que nous sommes dans un système où c'est l'État qui doit former ses fils et l'État doit les former dans le public. Or, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis l'indépendance. Le modèle qu'on avait à l'indépendance, où l'État avait besoin de supporter l'enseignement de bout en bout, où les premiers qui pouvaient remplacer le colonisateur et qui pouvaient permettre d'asseoir une administration et d'administrer une entreprise qui était encore entre les mains d'expatriés, il fallait les former et l'État devait investir et prendre en charge. Mais ces ressources avec l'évolution devenaient insupportables et insoutenables pour l'État. Il est impossible pour l'État de continuer à supporter l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur public va droit vers le mur. J'ai eu l'occasion à un moment de le dire au niveau du ministère quand en 2010, il fallait réfléchir sur la stratégie d'enseignement supérieur et il fallait mettre en place le PGF-SUP. J'étais le coordinateur de la préparation du PGF-SUP et les études prospectives que nous avons eu à poser, c'était qu'il fallait très rapidement changer les choses, sinon, avec l'analyse de la dynamique des acteurs, on se rendait compte que
nous allions droit vers 2 années blanches successives pour pouvoir transformer le système, avec tout ce que ça coûte. Donc, il nous fallait mettre en place une nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur. Et dans cette stratégie, il faut reconnaître toute la dignité de l'enseignement supérieur privé. Et c'est là que le décret était passé pour faire admettre l'enseignement supérieur privé, parce qu'il y avait quelque chose d'important, c'est que l'enseignement supérieur privé, même quand on l'avait accepté, on ne voulait pas que les produits de l'enseignement supérieur privé puissent compétir contre ceux qui viennent de l'enseignement public pour aller à l'ENAM et autres. Aucun étudiant de l'enseignement supérieur privé ne pouvait aller à l'ENAM. Et dans certains concours, comme des concours. Jusqu'à présent. Non, maintenant c'est levé. Depuis le décret, le sens de ce décret, le fondement de ce décret, c'était d'ouvrir ces barrières-là qu'on avait érigées devant l'enseignement supérieur privé. Ces barrières aujourd'hui sont levées et c'est le moment d'aller de l'avant. En prenant en considération les missions de l'enseignement pour pouvoir réfléchir sur le financement de l'enseignement supérieur privé. Parce que pour financer l'enseignement supérieur privé, il faut financer ces 3 missions, 4 missions, c'est-à-dire la formation, la recherche, les services à la collectivité, l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle est extrêmement importante parce que l'insertion professionnelle, c'est la mesure de l'efficacité de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur a une efficacité externe si elle parvient à insérer facilement ses produits. L'efficacité interne, c'est le taux de réussite, le taux de passage d'une classe à une autre. Donc, analyser l'efficacité, financer pour qu'on soit efficace, c'est le grand besoin. Et c'est là que l'on salue bien votre présence, monsieur le ministre délégué, parce que vous êtes à ce niveau-là de l'efficacité. Pour que l'insertion soit facilitée, pour que l'employabilité soit facilitée, il faut qu'on se préoccupe de l'efficacité externe. Et il ne faudrait pas le faire quand le diplôme est là, il faut le faire au moment où il faut rentrer. Et c'est là le choix des créneaux qu'il faut ouvrir pour pouvoir recruter. On ne peut pas avoir les mêmes modèles de diplôme sur une longue période quand on est dans un marché qui évolue. Il faut s'adapter en permanence, se poser en permanence la question: quels sont les secteurs qui sont en déclin, quels sont les secteurs qui sont en croissance, quels sont les secteurs qui sont en maturité. L'enseignement public aujourd'hui, avec le système LMD, l'enseignement supérieur privé à sa naissance et par vocation, doit s'intéresser à cet aspect-là. Et on ne peut pas empêcher à l'enseignement supérieur privé d'être orienté par le marché. C'est le marché. Et le marché, c'est les entreprises. Les entreprises que nous avons chez nous, ce sont les grandes entreprises multinationales qui, dans le recrutement, pensent au diplôme que leur structure connaisse. Et donc, une certaine extraversion de notre système est absolument inévitable parce que c'est en rapport avec le contexte. Et si on veut être efficace, si on veut employer nos produits, il faut qu'on ait cette orientation-là. Et donc, ça correspond à nos besoins. Mais, pour que cette orientation et que des mutations puissent se faire, il faut qu'on développe la recherche, qu'on puisse se mettre en perspective par rapport aux besoins futurs, par rapport à l'économie que nous voulons construire, l'économie que nous voulons léguer aux générations futures. C'est en ce moment-là que l'on va pouvoir avoir une recherche qui nourrit la formation. La formation avec de nouvelles filières qui viennent de la recherche, de recherche appliquée, qui connaît bien les besoins de l'économie du Sénégal, qui connaît bien les orientations stratégiques de l'économie du Sénégal. Et c'est là que je salue les programmes que BEM, par exemple, a lancés en rapport avec le PSE. Ce qui doit orienter les écoles publiques ou privées pour les prochaines générations, ce sont les orientations du PSE. Parce que c'est là qu'il faudrait s'inscrire et que chaque école ne peut exister que quand cette école-là a un plan stratégique. Non seulement un plan stratégique, mais un plan d'affaires
qui est arrimé à la politique nationale. Et c'est là où donc l'ouverture de l'enseignement supérieur du Sénégal est une ouverture qui est absolument nécessaire. Que le capital arrive, personnellement, je considère que c'est une bonne chose. Oui. C'est absolument une bonne chose. Parce que c'est la preuve que l'on va s'adapter davantage au marché, qu'on s'insère bien dans la globalisation. Et c'est cette globalisation qui va permettre le développement de notre pays et de notre continent. Et cela, il faudrait le financer. Et c'est là où l'enseignement supérieur est un secteur qui peut être rentable. C'est un secteur qui peut être rentable, c'est un secteur qui est bancable. Et c'est là qu'on a besoin de financement et de l'investissement du FONSIS. Donc, il y a toute une cohérence dans la structure de cette table ronde. L'enseignement supérieur, bien organisé et bien géré, est absolument bancable et peut être financé par des structures comme le FONSIS, qui a besoin de coller au PSE, qui retient que l'enseignement supérieur fait partie on veut faire du Sénégal un hub pour l'enseignement supérieur, et donc il faudrait qu'on se donne les moyens en montant les champions pour pouvoir attirer davantage. Abdelaziz disait tout à l'heure 35%, c'est encore faible. Il faut viser plus d'Africains continuer à venir, parce que le Sénégal a été un moment à plus de 60% d'étudiants privés qui venaient au Sénégal, et il nous faudrait maintenir notre rang, et là il faut nécessairement de l'investissement. Et c'est là où il faut aller de l'avant en regardant la question de l'efficacité, en renforçant le management, en renforçant le financement, avec un financement de l'État, que l'État considère que, en réalisant le service public, il y a des distorsions qui existent dans le marché en rapport avec le pouvoir d'achat. Si l'État voudrait rendre accessible l'enseignement supérieur, il faut que l'État mette la main dans sa poche pour pouvoir assurer le financement de l'enseignement supérieur. La question des diplômes, des bacheliers que l'on envoie dans l'enseignement privé, c'est une question hautement économique pour l'État. J'ai eu l'occasion de regarder le financement de l'enseignement, le coût de l'étudiant dans le secteur de l'enseignement supérieur. Une chose est sûre, si on prend le coût moyen, j'ai eu à le faire d'ailleurs 2 fois pour le compte de la Banque mondiale. La dernière fois, c'était autour de 2011. Le coût de l'étudiant dans le public est 2 fois plus élevé que le coût quand l'État envoie l'étudiant dans le privé. Donc, d'un point de vue économique, c'est une bonne stratégie d'orienter les étudiants dans le privé. Ça coûte moins cher à l'État. Ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Et si on considère le coût de l'enseignement supérieur pour d'ici 2030, le caractère soutenable est encore plus marqué, parce que nous avons fait ça dans le cadre des études, en disant que les ressources que l'État devrait mettre dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation de manière générale pour les 20 ans à venir, si l'État poursuit la tendance actuelle, ce ne sera pas possible. Le montant de ressources qu'on va mettre dans l'éducation est incompatible avec le développement, parce qu'il faudrait sacrifier les autres secteurs de développement. Le développement de l'enseignement supérieur du Sénégal passe par le développement de l'enseignement supérieur privé. Je voudrais m'en arrêter là. Je vous remercie. Oui. Le prix payé par l'État est dérisoire. Aucune grande école de d'étudiants envoyés par l'État. Moi, je le sais, parce que je fais la même chose pour en Côte d'Ivoire. Le gouvernement en Côte d'Ivoire. On va clôturer rapidement, parce qu'on avait prévu de terminer à 18h, mais même les interventions sont allées au-delà de 18h. On a la possibilité de prendre 2 ou 3 questions du public.
pour pouvoir clôturer. Mais je pense que M. Diallo souhaitait dire 2 mots avant de... voilà. Donc M. Diallo, merci beaucoup, professeur. En fait, je m'excuse pour rompre la... En fait, je vais partir depuis 45 minutes. Mais c'est un débat intéressant parce que le secteur de l'éducation et le secteur de la santé, c'est l'un des secteurs qui sont les secteurs clés de nos pays. Et j'ai l'habitude de dire que les clés de la stabilité d'un pays, pour qu'un pays soit stable, faisons du Sénégal le lieu de formation de tout le monde, le lieu où tout le monde se soigne et le lieu où les gens viennent se reposer. Si nous le faisons du Sénégal, en fait, un pays stable. Et je disais que les établissements d'enseignement privés, dans le point de vue de management, pour moi, c'est ce travail, et on fait du Sénégal une capitale de la formation. Donc, tout à l'heure, Aziz le disait, je suis un ancien enfant de troupe et j'ai des super anciens dont les fils qui sont d'autres pays après, ils ont envoyé leurs fils au Sénégal se former. Donc, nous avons déjà, avec, disons, l'université de Dakar qui date d'avant les indépendances, donc nous avons déjà cet avantage concurrentiel. Il faut l'approfondir. Tout à l'heure, dans mon propos, j'ai parlé des défis que pose la croissance de la population. Et ces défis, l'État ne peut pas les relever uniquement avec le budget. Donc, il est absolument nécessaire que le secteur privé, que sa contribution augmente relativement. Donc, sa contribution marginale, dans les années qui viennent, va encore augmenter. Et effectivement, ce secteur privé de l'enseignement supérieur a besoin d'être accompagné. Il y a un volet stratégique où l'État devra travailler pour poser le cadre, poser l'environnement. Il y a un volet budgétaire où l'État devra dire comment je supporte à travers mon budget, d'une manière ou d'une autre, à travers la recherche, à travers un certain nombre de choses, ces établissements d'enseignement supérieur. Il y a aussi un volet investissement. Et dans ce cas, on va réfléchir et regarder l'éducation comme un secteur économique, comme les autres, mais assez particulier. Comme les autres, parce que nous aurons de la valeur à créer. Et si la valeur est captée par des investisseurs sénégalais, ce sera autant de choses qui seront réinvesties au Sénégal. Le français, c'est un fonds d'investissement. Nous mettons en place des instruments, d'autres fonds qui sont thématiques avec des partenaires qui apporteront de l'argent. J'ai parlé du fonds de 100 millions d'euros dédié à 5 secteurs. Mais dans le plan de reprise, le plan de relance de l'économie nationale, nous avons le fonds commun de placement à risque, qui est un fonds commun que vous connaissez de manière classique, mais qui va intervenir comme un investisseur. Et ce sont des instruments où les Sénégalais peuvent entrer et contribuer au financement de l'enseignement supérieur privé. Donc, il y a tous ces éléments que l'État doit mettre en place. Le fonds 6 est déjà là et prêt à vous accompagner. Tout à l'heure, j'ai parlé de consolidation, parce que si nous voulons faire face, si nous voulons être efficaces, il faut consolider. Hier soir, je parlais à mon fils qui me disait qu'en première année, UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, a reçu 112 000 demandes. Je le regarde, je dis, mais pour combien de places? Il me dit 11 000 places. C'est une école publique, l'Université de Californie. Berkeley, c'est une université publique. Je dis, mais Berkeley, il y en a reçu combien? Il me dit 80 000. Pour plusieurs milliers de places aussi. J'étais impressionné. Ce sont des universités publiques, mais qui ont aussi un modèle assez particulier où, en fait, lorsqu'on est résident de l'État de Californie, on paye 8 000 $. Lorsqu'on n'est pas résident de l'État de Californie, on paye 40 000 $ ou 50 000 $. Donc il y a des modèles vraiment qu'il faut regarder. Mais en tout cas, Fonds 6, nous sommes un fonds d'investissement de l'État du Sénégal et nous intervenons dans ce secteur de l'éducation qui est stratégique. Mais comme vous l'avez dit, il est important d'accompagner des acteurs qui connaissent déjà le métier. Parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vous traitent de cette manière, c'est parce que vous avez déjà le métier. Ils savent que c'est quelqu'un qui va faire, c'est quelqu'un qui peut faire, c'est quelqu'un maintenant qui a ce qu'il faut. Mais si vous veniez si vous n'étiez pas même Sénégal déjà, ça aurait été compliqué. Donc ce que vous avez en Côte d'Ivoire, vous pouvez l'avoir ici. Si vous voulez vous développer au Sénégal, on peut travailler ensemble, travailler avec l'État pour y arriver. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Nous devons le faire exister parce que nous avons de nouveaux défis auxquels on doit faire ensemble. On doit y croire et ce que tu as organisé aujourd'hui est une première étape, une excellente étape. Et il faut qu'on aille plus vite donc, dans les échanges et comment on peut de manière concrète faire la première opération pour donner un exemple et montrer que c'est possible
Et pour que ça se fasse voilà, dans d'autres secteurs et aussi avec d'autres dans l'enseignement. Je pense qu'Aziz va organiser la suite. Je ne vais pas réagir, je donne juste la parole aux personnes qui souhaitent prendre la parole, ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont dans la salle. On a la possibilité de prendre 2, 3 questions maximum. Donc, est-ce que dans la salle, il y en a qui souhaiteraient prendre la parole? Oui. Monsieur Fondal Johanné. Oui, d'accord. Moi, je me présente donc Dr Oumar Johanné, je suis consultant. Je dirige un cabinet et je suis promoteur également. Je porte un projet d'école. Voilà. Ce que j'ai entendu aujourd'hui me rassure, d'une part, mais également m'amène à me poser beaucoup de questions. Mais globalement, bon, voilà. Je pense que c'était un débat assez intéressant. En fait, la question, c'est qu'effectivement, on l'a dit, les écarts en termes de management, on a beaucoup parlé, les imperfections au niveau de notre dispositif de formation. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, 35% d'écoles, enfin 100% d'écoles qui délivrent des diplômes qui n'ont pas été validés. Alors la question est la suivante. Est-ce qu'on le constate et on essaie d'appliquer une politique élitiste, c'est-à-dire, voilà, on sort le bâton, ou bien est-ce qu'on met en place un plan de renforcement pour les amener à être admis? Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Johanné. Je pense que l'ANAQ a pris le soin de chercher à les accompagner. Le professeur Lamine Gueye l'a dit tout à l'heure. Il ne faudrait pas les abandonner, il ne faut pas les sanctionner, il faut les accompagner. Je pense que c'est dans ce sens-là que l'ANAQ a voulu avoir une idée précise de l'état de la situation. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont travailler, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais donner la parole pour un dernier tour de table aux panélistes. Commençons par le professeur Sengaboué, s'il est là et s'il nous entend. Oui, j'ai suivi tout le débat. C'est bon, je peux continuer, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah voilà, merci. Donc, ça a été très riche, hein, les contributions, les échanges. Je pense que fondamentalement, il y a pas beaucoup de questions. Au tout début, je pense qu'il y a 2 points qui ont été soulevés par le monde, je pense par les là, c'est la notion d'investisseur privé. C'est bien ça, hein, oui, c'est bien ça. Voilà, bon, malheureusement, apparemment, il n'a pas compris certainement. Donc, vous disiez les devants, ils devaient être pris. Alors, ce que j'ai pu comprendre, hein, par l'investisseur privé, ce sont les privés, les privés étrangers. C'est bien ça? Oui, voilà, donc c'est les privés, mais les privés étrangers. Donc, en fait, comment ça s'appelle? Pour avoir une financement privé au Sénégal, il faut être privé. Quelqu'un qui n'est pas agent ou quelqu'un qui est agent de l'État ne peut pas, voilà, ne peut pas bénéficier en fait d'un mais vraiment, c'est pas possible. Il faut être il faut être carrément privé pour pouvoir bénéficier donc. Mais plutôt, votre question était en rapport avec les investisseurs étrangers. Donc, il y a une réglementation. Donc, il y a le décret 2018 donc, qui est prêt, qui autorise quelqu'un, une personne étrangère à venir s'installer légalement. Voilà, mais nous avons une manière de procéder. Maintenant, ce qui s'est passé les années, ça, les grands promoteurs qui sont là-bas vont m'appuyer. Je vais aller très mal sous dépôt fonctionner après, à un certain moment, voilà, une autre personne vient de la France des États-Unis, faire l'appareil du capital et s'illustrer comme ça, comme un intrus dans notre système d'enseignement supérieur. C'est ce qui s'est passé avec donc, 2 établissements. Ça, c'était avant notre venue. Donc, dès qu'on est venu, on a été informé, on a dit, mais on ne peut pas être d'accord. Il faut, comme l'ont dit certains, il faut le privé national en fait, qui est là, il faut l'encourager, l'aider. C'est très difficile. Mais on ne peut pas accepter que
voilà, que parallèlement donc, à ce privé, il y a d'autres personnes de culture étrangères qui sont très puissantes. Hein. Donc, quand on donne les exemples des groupes qui ont racheté de façon illégale, en fait, donc, ces structures privées, c'est des structures qui sont puissantes, qui ne peuvent pas quand même concurrencer avec notre privé national. Donc là, il faut mettre un fait à ça et voilà, soutenir, encourager notre privé national. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc pour ça, on a été fait, il y a les directives quand même du ministère. Vous êtes une personne étrangère, respectez le cahier de charge. Voilà, qui s'applique à tout le monde. Donc on a soutenu, aidé, accompagné des étrangers qui sont installés légalement au niveau dans le pays. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est ce qui s'est passé dans les. Voilà, donc il y a cela dans cette. Donc ça, c'était en rapport avec votre. Parce qu'il y a une directive. On est très clair, le ministère est très clair pour ça. Alors, l'autre précision, c'est en rapport du même temps avec la qualité, mais ça a été certainement mal compris. On a deux pays, on a un système d'enseignement, parce que nous, on résout le système, pas même moi personnellement, on résout le système, au ministère aussi, nous, on résout le système d'enseignement supérieur. C'est pourquoi il y a une légalité qu'on applique vraiment sans distinction. L'exemple le plus patent, c'est que nous avons un seul référentiel pour l'évaluation, un seul référentiel pour les programmes. Les chefs d'établissement privés, à un certain moment, étaient venus, ils sont venus à maintes reprises pour réclamer un référentiel plus de ce n'est pas possible. Nous avons un système parce qu'on voulait à égale dignité. Ça n'a pas été facile, on s'est battu pour que cela donc soit. Mais ce qu'il faut, là, pourquoi j'ai insisté sur la préservation en cette bonne publique, il faut qu'on ait un système, un privé fort. L'avenir de lancement, en réalité, il faut le reconnaître, on ne peut pas arrêter la mer, etc. Le privé va occuper, sera forcément devant, ça c'est sûr. Mais il faut qu'il y ait en fait donc des fondements, il faut qu'on parte sur une bonne base, préserver aussi le public. En fait, on est obligé en tant qu'État. Alors l'exemple que je vais en donner, il est simple, hein. Je pense qu'on est tous des militants de l'enseignement supérieur. Vous prenez, que ce soit aujourd'hui l'élémentaire, le moyen secondaire supérieur, le fonctionnement, les ressources humaines, c'est une crise en fait dans le public. On ne peut pas être occupé, être public, être occupé à plus de 90-95% par le public. Ce n'est pas possible. Il faut être objectif. Donc je parle dans ce sens, ça demande en fait un engagement. Quand vous partez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le PDG m'a dit l'exemple c'est quoi? C'est que il y a des recrutements qui recrutent en fait des docteurs. Aujourd'hui, si les dispositions étaient prises et que tous les agents de l'État qui sont du public jouent le jeu, en principe, on ne devrait plus parler de docteurs qui sont. Le secteur devrait être en mesure d'absorber tout le monde et qu'on ait en fait un système d'enseignement supérieur efficace, très très fort. C'est pourquoi ça demande des engagements. Bon, nous, les techniciens que nous sommes, militants aussi surtout de l'enseignement supérieur, nous sommes obligés d'être intransigeants par rapport à certaines choses. C'est pour aider le système. Donc, ce qui m'amène en fait à l'aspect recherche dans le pays. Le débat, en résumé, quand on faisait en fait aujourd'hui tout retourne à la qualité. Pour avoir un bon système d'enseignement supérieur, pour pouvoir capter des fonds, lever des fonds, avoir un bon budget, tout va systématiquement tourner sur la qualité. On ne peut pas avoir un système si nous n'avons pas de la qualité. C'est pourquoi, je pense par rapport à la recherche, c'est vrai qu'il y a eu des requêtes, mais bon, on a quand même répondu, on a rencontré aussi des acteurs pour le dire officiellement. Quand on regarde, parce qu'il faut aussi être objectif, on regarde les structures qui font la demande, ils n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour dérouler en fait de telles activités. Donc je pense que ça mérite d'être éclairci et que aussi. Si vous permettez, professeur Sengham. Bon, c'est des choses, ça va venir. La recherche, ça va venir forcément. Tout à l'heure. Les choses doivent simplement se faire de façon en tête. Séquentielle. On ne peut pas avoir un certain nombre. Oui. Oui, en fait, tout à l'heure, Abdelaziz avait évoqué la question du PhD déposé depuis un certain temps
sans réponse. On sait que une note est sortie pour dire qu'il est impossible pour les établissements privés d'avoir des PhD ou des doctorats. J'aimerais avoir de plus en plus d'explications par rapport au cadrage institutionnel pour permettre aux établissements de savoir, vu qu'ils ont des habilitations institutionnelles de l'ANAQ-Sup, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux. En fait, les habilitations se font de façon séquentielle, c'est par étapes. L'établissement demande à avoir l'habilitation pour dériver une licence, un master et un doctorat. Au moment où on est, il n'y a pas, pour le moment, une demande d'habilitation. En fait, nous n'avons pas, parce que pour partir à l'habilitation nationale pour le doctorat, il faut avoir l'agrément. Pour le moment, dans les dossiers que nous avons, pour répéter de façon objective, vous savez très bien que cet établissement-là, qui fait la demande, ne peut pas dérouler le doctorat. Il faut aussi objectif. Aujourd'hui, certains, même dans le déroulement, dans les licences et les masters qui déroulent, certains respectent les critères. C'est des, comment ça s'appelle, il y a de la qualité, mais par contre d'autres, ils ne sont pas en mesure donc, de dérouler ces licences et ces masters-là. Celui-là qui ne peut pas dérouler une licence et un master, vous ne pouvez pas lui permettre de dérouler un doctorat. Parce que aussi les choses, le doctorat, c'est la